Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de la vie de Bouddha, plus sobrement appelé Bouddha en version originale. Pourquoi se faire chier? Alors, si tu penses que la vie de Bouddha est un manga sur la vie de Bouddha, tu te fourvoies. En tout cas, au début de l'histoire, Siddhartha Gautama, le vrai nom de celui qui sera plus tard appelé Bouddha, est pas encore né. On va donc te narrer des faits très spécifiques ayant eu lieu il y a 2500 ans en Inde. Je vais rapidement essayer de te contextualiser un peu la façon de vivre de cette période. En gros, t'as un système de caste hyper rigide et pyramidal avec, tout en haut, les nantis, les nobles quoi. Les guerriers, les brahmanes, les sages. Puis ensuite, t'as le peuple, plus basique, avec les spécificités de chacun. Et tout en bas, t'as les esclaves. Et encore plus bas que bas, mais la caméra suivra pas, t'as les parias, considérés comme des sous-mers de nuisibles. Et dans cet énorme volume 1, tu vas voir évoluer plusieurs personnages provenant de différentes castes et dont les destins vont plus que se croiser. Naradatta par exemple, lui, c'est un brahmane, et son maître lui a confié pour mission de trouver le roi du monde. Ouais. D'après certains sages prophétiques, il serait en train de débarquer sur Terre. C'est durant son périple qu'il fera la connaissance de Chapra, un jeune esclave qui lutte pour sauver sa mère des griffes de son maître. Et tout ce beau monde va ensuite interagir avec le jeune Tata, un paria ayant une faculté impressionnante due à son détachement et à son lien avec la nature. En gros, il est capable d'habiter pendant un certain temps le corps de tous les animaux. Et Siddhartha dans tout ça, enfin Bouddha quoi. Ben, c'est le fils du roi et de la reine du clan Shakya. Et, peu de temps avant sa naissance, de nombreux signes bienfaiteurs apparurent car son destin serait hors du commun. C'est d'ailleurs, 10 ans plus tard, dans la deuxième partie de ce volume 1, que tu en feras l'expérience. C'est difficile pour moi de traiter du trait de Tezuka, car faut vraiment être initié à l'évolution du manga moderne pour en voir toutes ses qualités. Si jamais t'as grandi au milieu des Death Note, Bleach ou autre One Piece, ça va te faire tout drôle. Le dessin de Bouddha est très visuel et émotionnel. Je vais m'expliquer. En clair, Tezuka, influencé à l'origine par les travaux de Walt Disney, a mis en place les bases du manga moderne avec des grands yeux et des expressions bien visuelles. Tu sais très vite ce que les personnages ressentent et le trait rond, fun et caricatural t'y aide grandement. Dans une certaine mesure, c'est précis et ça va à l'essentiel. C'est comme pour les décors. Ils sont nombreux, riches et sont parlants. T'attends pas à du photoréalisme non plus, mais on a un dessin très touchant, allant droit au but, et j'adore. Et si le trait de Tezuka à l'ancienne te plaît pas, je t'en supplie, passe outre, car pour la réal, oh my god. Là aussi, en 2018, tu vas me dire que t'as déjà vu des agencements plus techniques, des découpages plus alambiqués, des compositions plus originales. Sauf qu'il faut pas oublier que Bouddha date de 1972, et que, pour l'époque, Tezuka avait déjà tout compris. Sa mise en case est hyper dynamique et donne lieu à une réelle mobilité de son dessin. T'as aussi un énorme travail mis en place sur le découpage, les cadrages. Bref, il y a plein de trouvailles dans ce titre, comme dans la plupart des œuvres de Tezuka, j'ai envie de dire. Et tu sens que Manga no Kami-sama était vraiment un chercheur narratif. Et pour l'édition, tu vas me dire, ben ouais, on en est tout de même à la 3e depuis 1997. Putain, j'étais encore au lycée. Bref, je disais donc que c'est la 3e édition depuis 1997. En 2004, t'as une édition de luxe qui sort, car la première est un peu difficile à se procurer. Et là, pour fêter les 90 ans qu'aurait pu avoir le maître, une édition prestige voit le jour. Le volume 1 regroupe 2 tomes dans un pavé de 800 pages, et même si je suis pas fan de ce type d'annuaire pas facile à manipuler, Delcourt Tonkam nous offre un beau bouquin. La cover est bien soignée avec un joli jeu de couleurs, même si je la trouve très salissante. Ouais, on verra tout de suite quand des gens l'ont tripoté. T'as un signet pour marquer les pages, à moins que tu lises tout d'une traite. A noter aussi la présence d'une préface de Patrick Honoré, spécialiste du Japon, traducteur et directeur de collection pour Piquier Manga. T'as aussi droit à quelques magnifiques pages couleurs en début et au milieu de volume. Le coup parfait pour Delcourt Tonkam? Pas vraiment, car j'ai pas du tout apprécié le travail effectué sur la francisation des onomatopées. Et en plus, les onojap sont passés à la trappe. Initialement, Bouddha fut créé entre 1972 et 1983. Il faut tout de même savoir que Tezuka écrivait très souvent plusieurs mangas parallèlement, ceci expliquant cela. Il s'agit d'un de ses titres majeurs, réalisé lors de ce qu'on pourrait appeler sa deuxième période dans le manga.
avec des récits plus matures et plus expérimentaux. À ce propos, il y a également une trilogie en film d'animation en cours avec déjà 2 films sortis. Et si t'as jamais entendu parler et si t'as jamais lu de Tezuka, honnêtement et sans jugement de valeur, tu peux pas dire que tu t'intéresses au manga ou bien que tu t'y connais. Impossible. Désolé, mais c'est comme parler des sciences modernes sans évoquer Einstein ou bien prétendre connaître le foot et ne pas savoir qui est Pelé ou Maradona. Bref, je sais pas si ça se ressent dans cette chronique, mais c'est très dur pour moi de parler de ce titre. Ouais, c'est très dur parce que, je pense sincèrement que Bouddha est mon manga préféré. Alors oui, il y a bien Phoenix aussi, puis dans d'autres registres, je pourrais aussi citer Akira ou bien Slam Dunk, mais s'il ne devait en rester qu'un, ce serait Bouddha. C'est donc très compliqué pour moi de rester dans l'objectivité pure, tant ce manga m'a profondément marqué. En tout cas, je vais au moins te donner quelques raisons qui font que j'éprouve un attachement très particulier vis-à-vis de ce titre. En technique narrative pure, Tezuka est un maître avec le récit multicouche. Une fois encore, on est face à une construction narrative de plusieurs personnages qui vont s'entremêler, faire un bout de chemin ensemble, se croiser. C'est difficile à mettre en place en restant cohérent, et Osamushi, lui, il y arrive mieux que quiconque. Pourquoi ? Je pense que la construction de ces nombreux personnages, à la fois complexes et forts, y est pour beaucoup. L'alternance de ces persos, des lieux mais aussi des récits, apporte un intérêt à la fois très soutenu mais également constant. Une vraie maîtrise rythmique, ponctuée comme il se doit de temps forts, très forts, mais aussi de cassures magnifiquement pensées, avec une paire de gags vraiment très marrants et apportant une espèce de fraîcheur et un décalage brisant à de nombreux moments le 4e mur. Ça, c'est pour la façon de raconter qui est extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça, car en plus, les thématiques en jeu sont hyper puissantes et universelles. Déjà, l'aspect historique et géographique est bien immersif, malgré un côté romanesque et fantastique au récit. On plonge littéralement dans une époque, dans un pays et dans une façon de vivre. T'as aussi un fort parallèle assez évident avec le monde d'il y a 2500 ans et le monde actuel. Bien sûr, on parle plus de caste aujourd'hui, mais est-ce que ça a vraiment changé ? Tu la sens pas, toi, la hiérarchisation entre les chefs d'entreprise multimillionnaires qui régissent le monde, son économie et son industrie, et les milliards d'habitants de la planète en dessous du seuil de pauvreté ? Les termes sont différents, mais si on y réfléchit bien, c'est du pareil au même. C'est peut-être même pire à l'heure actuelle, vu les non-contacts entre toutes ces castes. Et si tu penses que c'est un manga qui fait dans le prosélytisme, t'as tout faux, car même si on a fait du bouddhisme une religion, c'est avant tout une façon de penser et une quête spirituelle, et c'est, à mon sens, la plus grande qualité de ce titre. Oui, car dans ce manga, on verra l'évolution de Siddhartha Gautama en tant qu'homme, qui réfléchit à sa condition et qui parviendra, petit à petit, à l'éveil. On a tous une représentation du monde. Mais est-ce que c'est la bonne ? La vie, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Et la hiérarchisation est-elle factuelle ou sociétale ? Je vais pas te le cacher, mais j'ai un profond respect pour la nature. Et je pense que l'homme s'est perdu dans son modèle social et dans ses désirs, notamment matériels. Bouddha nous permet de nous questionner profondément sur le rôle de l'homme sur la Terre. C'est difficile de se dire que la vie d'un insecte est, aux yeux de la planète, voire de l'univers, aussi importante que celle de ta mère. C'est compliqué d'appréhender que les désirs aboutissent indubitablement à la notion de souffrance. C'était peut-être il y a 20 ans pour moi, mais le message de ce manga m'a carrément touché et a modifié ma façon de vivre et de penser. En tout cas, l'a renforcée. Alors s'il te plaît, et je rigole pas quand je dis ça, mais s'il te plaît, lis Bouddha, lis la vie de Bouddha de Tezuka, car ce manga t'ouvrira peut-être les yeux et te montrera à quel point, parfois, on se trompe de chemin. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs lectures sympas pouvant graviter autour de ce merveilleux Bouddha. Déjà, si c'est l'aspect historico-théologique qui t'intéresse, va voir un autre type ayant marqué les hommes il y a plusieurs millénaires. C'est Jésus, le manga référence de Yasuhiko Yoshikazu. On y traite de manière magnifiquement dessinée de la vie de Jésus en tant qu'homme. Ensuite, même si de prime abord ça n'a rien à voir, j'ai aussi vachement adhéré à Hagane. Oui, Hagane no Renkizushi. À Full Metal Alchemist. À FMA quoi. Pourtant, on dirait que tout sépare FMA de Bouddha, pas vrai ? Mais si je te parle de principes équivalents, et qu'on ne peut obtenir une chose qu'en en abandonnant une de même valeur, tu la sens pas la portée philosophique et spirituelle digne de Bouddha ? Et enfin, un titre de Tezuka qui m'a pratiquement autant marqué que Bouddha, c'est Phoenix. Phoenix, c'est l'histoire de l'humanité, de la naissance jusqu'à son déclin. L'œuvre d'une vie pour Manga no Kami-sama. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire la vie de Bouddha. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.